Donc effectivement, le titre officiel de mon intervention, c'est « Quelle stratégie pour la lutte antiterroriste de la France au Sahel, en Afrique ?» Posé un peu autrement, quel rôle pour la France dans la lutte antiterroriste et évidemment dans le rétablissement d'une sécurité pérenne qui va peut-être un peu au-delà de la seule question du djihadisme. Très vite, le cadre du débat que vous connaissez, mais qui est peut-être intéressant de rappeler, 2013, l'opération Serval, où la France empêche les djihadistes de progresser vers Bamako. En 2014, ça devient l'opération Barkhane, avec une mission beaucoup plus large, avec notamment des interventions au Niger, au Burkina. À l'été 2021, Emmanuel Macron annonce une réorganisation de Barkhane. On ne va pas se mentir, c'est quand même une jolie appellation pour dire diminution des effectifs. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Et en février 2022, après 53 morts côté français, la mort de plusieurs chefs djihadistes appartenant soit à Al-Qaïda, soit à État islamique, mais aussi une forme d'enlisement, on y reviendra peut-être, et un très important déficit d'image auprès des populations africaines. La junte à Bamako, qui a pris le pouvoir suite à 2 coups d'État, pousse la France à quitter le pays. Aujourd'hui, il reste 4500 hommes au sein de Barkhane, encore au Sahel. C'est compliqué de partir après autant d'années. Il y a du matériel, il y a des chasseurs, il y a des drones, il y a des installations foncières, il y a des bases. Tout ça va être compliqué. Et en parallèle, il y a évidemment l'arrivée au Mali des mercenaires de la société privée Wagner, proche de Poutine, qu'on ne présente plus, et qui fait partie du paysage, même si donc les Maliens continuent de parler de simples formateurs russes. Alors depuis, la France a annoncé plusieurs choses. L'évidence de la contagion djihadiste, dont on va parler assez longuement. La volonté de Paris de continuer à lutter, donc c'est pas parce que Barkhane part du Mali, j'ai envie de dire sans doute c'est la fin de Barkhane, en tout cas sous ce nom-là probablement, et sous cette forme-là assurément. Et il y aura, selon Paris, toujours une adaptation du dispositif en fonction des besoins des pays impliqués. On n'en a pas beaucoup parlé ces dernières semaines parce que l'actualité s'est un petit peu déroutée sur un autre théâtre, mais il y a des négociations en cours, il devrait y avoir des négociations en cours avec les États concernés. Donc les questions qui se posent à nous dans les minutes qui suivent sont finalement basiquement assez simples. Que faire, avec qui, pourquoi faire, que faire militairement, politiquement, vis-à-vis des opinions publiques, avec qui, avec les armées, avec les États, avec les sociétés civiles, et me semble-t-il forcément avec les groupes djihadistes eux-mêmes. En d'autres termes, faut-il ou pas négocier, discuter? C'est une question qu'on se posera. Pourquoi faire? Pour sécuriser, évidemment, pour aussi former les armées, et pour assurément... pour éviter que ça dure des décennies et d'en revenir toujours au même problème, essayer de s'attaquer aux racines du mal. Pour en parler aujourd'hui, un panel franchement prestigieux, de très grande qualité. À ma gauche, direct, Alain Antil, il est directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Il enseigne aussi à l'IEP à Lille et au Master géopolitique de Paris 1. Il est docteur en géographie et je voulais souligner qu'il travaille au Sahel depuis une époque où les djihadistes n'avaient pas encore montré le bout de leur nez. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la sécurité à l'époque était complètement assurée, mais c'est intéressant de le souligner. À distance, depuis Washington, bonjour Michael, ravi de retravailler avec toi aujourd'hui. Michael est un ancien membre de la CIA, c'est aussi un ancien chercheur de la prestigieuse RAND Corporation. Je m'autorise tout seul à dire que je pense que c'est un des meilleurs spécialistes américains de Barkhane. Et il est aujourd'hui aussi, outre ses travaux de chercheur indépendant, il est directeur du programme de l'Institut 14th North Strategies. À ma gauche aussi, sur place, Niagale Bagayoko, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, politologue, docteur en sciences politiques. Elle préside l'African Security Sector Network. Elle est aussi une ancienne membre du comité scientifique de l'IRSEM, l'Institut de recherche de l'armée.
Et nous avons, depuis Dakar, Bakary Sambé, que aussi je pense beaucoup d'entre vous connaissent forcément. Il est directeur du Timbuktu Institute, il est expert auprès des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, et il est auteur de nombreux articles et ouvrages sur cette zone et sur le sujet, mais comme l'ensemble des intervenants. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, je vais donner la parole aux gens qui savent. Alain, peut-être si on pourrait commencer par poser le cadre précis de ce qui attend et les forces françaises au Sahel et les États et surtout les populations. Et je veux parler bien sûr de la question de l'extension ou la contagion, selon ce qu'on préfère utiliser comme vocable, de la menace djihadiste dans la région. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous. Effectivement, nous avons affaire à un conflit qui s'étend. Je l'illustrerai par quelques chiffres pour vous donner une illustration. Je vais concentrer mon propos sur 3 pays, Niger, Mali, Burkina Faso, étant entendu que le Sahel est beaucoup plus large que ça. En 2015, on a eu 988 victimes du conflit au Niger, 434 au Mali et 23 au Burkina Faso. En 2021, les chiffres respectifs pour les 3 pays sont 1461 pour le Niger, 1915 pour le Mali et 2344 pour le Burkina Faso. Pratiquement une multiplication par 100 pour ce dernier pays. Comment qualifier le conflit aujourd'hui? Le terrorisme ne nous aide pas beaucoup à comprendre ce qui se passe là-bas. C'est un conflit très complexe où on a effectivement des groupes salafistes djihadistes, mais on a énormément d'acteurs qui sont apparus, en plus des forces de sécurité nationale et de leurs alliés internationaux. On a énormément de milices, d'autodéfense, de groupes armés. Donc c'est un conflit de plus en plus complexe et avec de plus en plus d'acteurs. Et d'ailleurs, quand on fait un décompte des victimes annuelles, eh bien, il n'y a pas que les salafistes djihadistes qui tuent. Évidemment, les forces armées nationales tuent aussi. Quand je parle de tuer, pas forcément seulement les adversaires, mais aussi des civils. Ça, il faut le souligner parce que c'est un des problèmes que l'on a. Et évidemment, on a aussi des groupes armés, des milices d'autodéfense qui tuent des civils. Donc mon propos, alors on m'a demandé de me limiter à 10 minutes, ça va être très simple. Dans une première partie, je vais parler un petit peu des extensions, de la progression des zones touchées. Ça sera assez rapide. Après, j'essaierai d'expliquer quelques éléments qui expliquent l'extension à des nouvelles zones. Donc si on repart en arrière, c'est-à-dire en 2012-2013, et je vais laisser de côté dans la démonstration le bassin du lac Tchad, qui est un autre foyer de tension, et je vais me concentrer sur le Sahel central, on avait finalement une zone de conflit au nord du Mali. Depuis, la zone s'est étendue au centre du Mali, à l'ouest du Niger, au nord du Burkina Faso, puis à l'est du Burkina Faso, puis dernièrement au sud du Burkina Faso. On a des extensions qui continuent. Alors on a déjà 2 zones où il y a une implantation, où il y a déjà des actes de violence. C'est évidemment le nord du Bénin qui a été touché une dizaine de fois en moins d'1 an. Et puis le nord-est de la Côte d'Ivoire, dans une petite zone qu'on appelle le Bounkani, qui a été touchée à de multiples reprises. Les zones que je vais citer maintenant, ce sont des zones où probablement, où il y a une chance, ça ne veut pas dire une certitude, que demain on ait des problèmes sécuritaires. Dans les possibilités fortes, je dirais le nord du Ghana et le nord du Togo, et dans des zones possibles, on a 3 autres zones qui sont inquiétantes. C'est la frontière Mali-Sénégal, c'est le nord-ouest du Nigeria et la Guinée-Conakry, en tout cas sur sa partie nord. Donc c'est des possibilités, ça ne veut pas dire que ce sont des certitudes. Voilà un petit peu pour planter le décor de la conflictualité.
une extension régulière en disant les zones touchées par le conflit sont beaucoup plus importantes. Alors, la deuxième partie est, à mon avis, beaucoup plus intéressante pour vous, c'est pourquoi le conflit s'étend. Déjà, il faut s'enlever de la tête qu'on aurait un front djihadiste homogène qui s'étendrait de plus en plus. Il faut s'enlever ce schéma de la tête parce que ça ne correspond pas à la réalité. Parce que pour s'étendre, tout simplement, ces groupes ont besoin d'enracinement local, parce qu'on imagine mal des gens du Nord Mali pouvoir s'implanter au nord du Bénin. Ils seraient évidemment rejetés assez facilement. Donc il y a tout un travail d'approche qu'il faut comprendre. Alors je vais citer quelques raisons qui font que certains nouveaux foyers de tension qui vont devenir conflictuels s'allument les uns après les autres dans le Sahel et maintenant dans le nord des pays du Golfe de Guinée. D'une part, ces groupes salafistes djihadistes offrent leurs services à des communautés locales qui ont des problèmes contre d'autres communautés locales ou des problèmes contre l'administration locale, voire contre l'État central. Donc il y a des tensions préexistantes. Ces djihadistes font un travail finalement d'anthropologue. Ils étudient vraiment la zone avant de pouvoir s'implanter. Et quand ils estiment qu'ils peuvent s'appuyer sur une partie de la population locale pour installer un nouveau foyer de combat, ils le font. Mais c'est un travail préalable qui est mis en place. Ça veut dire que localement, on a besoin d'eux souvent pour se protéger d'autres périls. Et il faut comprendre le mécanisme d'extension d'abord comme ça. Ensuite, les groupes djihadistes ont besoin de s'aménager des couloirs logistiques pour l'approvisionnement en armes, en munitions, se greffer sur certains trafics, tout simplement pour pouvoir se perpétuer et rémunérer leurs soldats. Donc il y a des axes d'extension, notamment à l'est du Burkina Faso, le contrôle de cette zone a permis de se connecter avec des zones de trafic sur les frontières du nord Bénin, du nord-ouest du Nigeria. Ça, c'est une deuxième raison. Ces groupes aussi s'installent dans des zones, notamment où il y a de l'orpaillage, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour contrôler un certain nombre de ressources, non pas en les exploitant eux-mêmes, évidemment, mais en taxant la circulation de ce produit. Autre raison d'extension du salafisme djihadiste dans la zone, c'est aussi protéger des communautés d'éleveurs itinérants qui, localement, peuvent être très maltraités par les populations locales, voire par les services de sécurité. Et là, j'insiste très lourdement sur le deuxième point, c'est que à de nombreuses reprises, quand on analyse ce conflit, on voit qu'un des problèmes, ce sont les forces de sécurité. Leur attitude vis-à-vis des populations, leur manque, leur attitude très différenciée selon la communauté à laquelle ils ont affaire. On aura l'occasion d'y revenir. Donc pour revenir à cet exemple, vous avez des éleveurs qui viennent traditionnellement au nord Bénin depuis des décennies, qui viennent du Burkina Faso ou de l'ouest du Niger, qui ont du mal à trouver d'une année sur l'autre les pâturages et les ressources en eau auxquels ils avaient le droit, parce que des communautés d'agriculteurs se sont installées, parce qu'eux aussi ils ont affaire à des gens qui viennent voler leur bétail, les agresser. Parfois ce sont même les forces de sécurité qui leur volent leur bétail. Et ces gens se disent que pour être protégés, il faut qu'ils se rapprochent de certains groupes qui vont pouvoir les protéger. Donc on a enfin aussi dans les mécanismes d'extension, c'est des adhésions de populations locales à ces groupes pour plusieurs types de raisons, et notamment parce que lorsque
ces zones ont été libérées une première fois par une armée occidentale alliée à une armée locale. Ce qui s'est passé notamment au centre du Mali à plusieurs reprises. On libère une zone de la présence djihadiste, mais la zone de conflit est tellement importante que l'armée, une fois qu'elle a sécurisé la zone, entre guillemets sécurisée, elle va ailleurs. Et en fait, il y a à nouveau un déficit de présence de forces de sécurité dans la zone. Et les salafistes djihadistes ne sont pas partis. Ils sont restés dans les environs, puisque c'est des habitants, c'est des gens qui habitent les environs. Il est évident que si certaines populations ont trop manifesté leur joie de voir le retour de l'État et que l'État n'est pas vraiment revenu, ils vont être victimes de la répression de ces djihadistes quand ils vont revenir une deuxième fois. Donc tout ça, ce sont des mécanismes qui se mettent en place. Ça ne marche qu'une fois, ce type de libération. Et le problème qui se pose, c'est l'incapacité des États à revenir. L'incapacité à revenir ou l'incapacité à revenir de manière correcte. Et je vais terminer en conclusion par quelques anecdotes qui sont, à mon avis, très révélatrices. Dernièrement, je discutais avec un chercheur qui travaille sur la Côte d'Ivoire et il m'a dit des choses que j'avais déjà entendues sur d'autres espaces. Dans la région du Bounkani, dont je vous parlais tout à l'heure, il me dit qu'il y a des axes qui sont sécurisés par les forces armées ivoiriennes et il y a des axes qui sont contrôlés et sécurisés par les salafistes djihadistes. Des chercheurs locaux lui ont dit, malheureusement, les populations locales trouvent qu'elles sont moins racketées, elles sont moins en danger sur les axes contrôlés par les djihadistes. J'insiste sur ça peut paraître anecdotique, mais là on est au cœur du problème. On essaie de conclure, Alain, parce que nos interlocuteurs à distance j'ai presque fini. Ont besoin de partir vite. Donc le problème, c'est l'absence ou la présence dégradée de l'État dans certaines zones et le fait que finalement la présence de l'État soit considérée par certaines communautés comme plus périlleuse même que la présence des salafistes djihadistes. Ils ne se sentent pas sécurisés, ils se sentent même agressés. Je garde les 2 ou 3 remarques que j'avais sur Barkhane et la réarticulation en cours. On pourra le livrer dans le débat. Dans le débat, dans l'échange de questions. Merci beaucoup, Alain. Michael, je vais vous donner la parole tout de suite. Le constat est à la fois extrêmement simple à résumer et extrêmement complexe à gérer. Pour faire court, Barkhane est mort. Takuba, sans doute, est mort. Vive quoi? C'est une très bonne question. Barkhane n'est pas encore mort, mais presque. Takuba, tant que je sache, c'est dormant. Donc, c'est là, les gens sont là, mais ce n'est pas du tout clair ce qu'ils vont faire. Et Barkhane aussi a besoin d'une maison, d'un lieu où il peut s'implanter parce que ce n'est pas du tout clair que ça va être accueilli au Niger. Et donc il reste à savoir, il faut poser la question, est-ce que la France a toujours un rôle à jouer dans la lutte anti-terroriste? Et je dois dire oui, effectivement, la France a un rôle à jouer, il peut le faire, mais ceci dit, je suis de plus en plus convaincu du fait que les étrangers ne peuvent pas faire grand-chose dans une telle intervention. C'est-à-dire les étrangers, les forces étrangères, les Américains en Afghanistan, en Irak, la France au Mali, ils sont presque impuissants sans l'appui sincère et efficace des États partenaires. C'est-à-dire, c'est au Mali à se sauver, c'est au Burkina Faso à se sauver, c'est au Togo à se sauver. La France, les États-Unis, etc., ne peuvent que donner un apport, de donner un coup de main, mais ça reste vraiment au pays. La France ne peut pas les sauver parce que la France ne peut pas les gouverner, ne peut pas les administrer. Bon, la France peut, mais ça veut dire que c'est un retour à la colonisation et ni la France ni les pays concernés s'intéressent à ça. Donc, dans un monde post-colonial, il faut que les pays, que les gouvernements fassent eux-mêmes le travail
Et ça reste à la France de donner du coup de main là où on peut le faire et de leur donner un peu de coaching là où on peut le faire. Mais il ne faut pas avoir des illusions en ce qui concerne l'efficacité des forces françaises et des forces étrangères. Est-ce que dire ça, Michael, c'est pas déjà souligner en creux d'une façon ou d'une autre une faiblesse de Barkhane que vous auriez identifiée? Oui, non, mais c'est clair, parce que c'était toujours le cas que le Barkhane ne cherchait pas à faire des solutions. Le Barkhane n'était pas là pour sauver. Barkhane ne pouvait tout faire. Barkhane était là pour aider le Mali, mais je crois qu'il y avait une mécompréhension où trop de Maliens avaient l'impression que Barkhane était là pour les sauver. Et donc, ils étaient déçus à voir que Barkhane ne suffisait pas. Ce n'était jamais la conscience de la France que Barkhane suffirait. C'était toujours l'idée de la France que Barkhane est nécessaire, mais jamais suffisant. Mais je crois qu'on a trop peu compris cette idée. Il y a trop de monde, soit dans le gouvernement malien, soit dans le public, qui ont mal compris ça. Leurs états de l'intervention française étaient hors de proportion avec la réalité. Et pour ça, il y a une malcompréhension. Et parce qu'ils voient maintenant que Barkhane ne suffisait pas, donc on dit que Barkhane était un échec. À mon avis, Barkhane n'était pas un échec, mais la politique française est un échec. Et c'est là le sujet que je veux aborder, parce que je crois que si on dit que la France a toujours un rôle important à jouer dans la lutte antiterroriste, il faut tirer des leçons de l'échec de la politique française au Mali pour savoir comment réinitialiser le rapport entre la France et les autres pays du Sahel et aussi les pays de la Golfe de Guinée. Donc, pour ça, il faut identifier certains éléments clés de l'échec français au Mali. Et les échecs que je vois d'abord, ils sont de niveau politique et du niveau médiatique. Alors, en ce qui concerne la politique, ça se voit, à mon avis, que la France et le Mali avaient des agendas politiques tout à fait différents. Surtout les Maliens du Sud, de Bamako et le gouvernement. Donc, la France faisait une chose, le Mali voulait faire une autre chose, et il y avait un décollage entre les deux. Et dans cet espace entre les deux, il y a un malentendu, il y a une malcompréhension, et donc il y avait une vide. Et il fallait qu'au lieu de laisser passer ce décollage, laisser passer cette vide, qui je crois était la politique de la France, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait ce décollage, mais on préférait de ne pas s'y adresser. Et donc, au lieu de l'ignorer, on aurait dû l'adresser explicitement, en parler, aussi d'en parler haute la voix et aussi de parler dans la sphère publique malienne. Aussi dans l'engagement avec les Maliens, avec le gouvernement malien. Il y avait toujours des non-entendus, des non-dits, et on aurait dû les dire. Et aussi dans le rapport entre la France et le Mali, il y a toujours une manière il faut que je sois plus long ici, mais aux yeux africains, la France se comporte toujours d'une façon, il y a de la condescension, c'est-à-dire c'est toujours un peu de père à fils, et il y a un rapport qui gâte, qui gêne aux Africains. Je le vois en tant qu'Américain, je peux le voir parce que, bon, je l'entends parce que les Maliens, les Africains me le disent, mais aussi, ça se voit que les Français ont une manière d'agir qui gêne aux Africains. Est-ce qu'on peut parler notamment, par exemple, de la convocation par Macron du sommet, voilà, qui a été très mal vécu par les États africains? Tout à fait. Oui, donc d'un côté, c'est le style Macron, parce que Macron est un peu comme ça, c'est-à-dire il a il parle un peu comme le roi qui convoque, mais aussi il y a ça. Et aussi, j'ai l'impression que les Français, grâce à leur longue expérience en Afrique, ils ont l'impression qu'ils connaissent les Africains, mais dans cette connaissance, cette familiarité,
Bon, d'abord, je crois qu'ils se trompent, qu'ils ne comprennent aussi bien les Africains qu'ils le croient. Mais dans cette compréhension, il y a de condescendance. De condescendance, oui. Condescendance, merci. Et donc, il y a des traces, pas conscientes, pas voulues, mais des traces quand même des rapports colonisateurs, un peu. C'est pas conscient, c'est pas voulu. C'est pas, les Français ne veulent pas le faire, mais ils le font quand même. Mais alors, parce qu'ils sont, c'est juste, il y a des anciens, et aussi les Africains aussi, ils le perçoivent en tant que tel. Même si quand c'est pas vrai, c'est la perception. Mais c'est quelque chose dont les Français devraient être, à mon avis, plus conscients. alors justement, si je puis me permettre, parce qu'il va falloir conclure pour donner la parole à Bakary, tu parlais tout à l'heure de réinitialiser le rapport. Quand on va redémarrer la machine, la France aura toujours été une puissance coloniale, les populations locales auront toujours la même vision de ce qu'est la France. Comment on fait pour réinitialiser un rapport qui s'appuie, comme tous les rapports internationaux et géopolitiques, sur 50, 60, 150, 200 années d'histoire? Comment on fait? D'accord. En 2 minutes. Oui, en 2 minutes. Donc, il faut faire attention au dialogue. Il faut engager le public et les dirigeants, mais aussi il faut le faire ouvertement et avec autant de transparence que possible, de parler avec, de faire le dialogue, d'écouter, mais aussi pour être vu comme nous écoutons, les Africains, nous, je dis nous, donc comme si j'étais français, mais donc les Africains disent qu'ils ont besoin de ceci, donc on entend, on comprend, donc on va fournir ce que les Africains eux-mêmes nous disent qu'il faut avoir. Et donc c'est comme un peu, Takuba était vraiment dans la même idée, la bonne idée, c'était d'assister, d'encourager, de travailler avec. Mais aussi, c'est une question médiatique aussi d'expliquer qu'on ne fait que apporter un coup de main. C'est tout ce qu'on fait. C'est à vous, la public africaine, c'est à vous, le gouvernement africain, togolais, burkinabé, etc. C'est à vous de faire le travail. Nous sommes là pour aider, pour donner des coups de main. Mais nous n'avons pas les solutions non plus. C'était pas non plus, mais nous n'avons pas les solutions à vous offrir. Les solutions devraient vous venir de vous, mais nous ne pouvons pas vous aider. Et donc, c'est vraiment de se montrer en tant que partenaire qui aide, qui accompagne, et qui a des soucis pour le développement du gouvernement, etc., qui en parle, mais en soulignant encore et encore le fait que ce que nous faisons n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Nous n'avons pas les solutions pour vous. Mais nous allons aider. Mais c'est une question plutôt de médias, de communication, de dialogue. Et d'être conscient de ce besoin de réinitialiser, de redémarrer les rapports bilatéraux entre la France et les pays du Sahel. D'accord. Merci beaucoup, Michael. Bakary, est-ce que vous êtes toujours avec nous? J'imagine. Oui, je suis toujours. Ouais, merci Bakary. Michael vient de parler de discussion, de communication. Est-ce que la communication, c'est la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, est-ce que cette communication et cette discussion, elle peut aller au-delà de la question des opinions publiques et des États africains? En d'autres termes, faut-il, oui ou non, négocier avec les chefs religieux, voire directement avec les groupes djihadistes? Merci beaucoup et je remercie les organisateurs d'avoir bien voulu m'associer à cette réflexion. Je crois que oui, c'est une question assez complexe, mais vous me permettrez quand même, avant de répondre à votre question, de revenir sur certains points qui peut-être ont conduit à ce questionnement-là et sur la possibilité ou non d'un dialogue. Je crois qu'il faut, à l'heure du bilan, et je pense que nous y sommes, apprendre des erreurs du passé, des erreurs d'approche.
parce que je pense que même déjà en parlant de djihad global, je pense que ce qui a le plus fait de mal à l'analyse et à la compréhension de la situation sahélienne, c'est ce que j'appelle la globalisation des paradigmes imposés sur des terrains, conçus ailleurs et imposés sur un terrain sahélien qui a ses réalités. Et je crois que la première erreur d'appréciation, si j'ose dire, de nos partenaires du Nord, notamment européens, voire français, c'est d'avoir conçu une Afrique complètement scindée en deux, avec une Afrique du Nord complètement déconnectée de l'Afrique subsaharienne. Alors que le Sahara, comme vous le savez, n'a jamais été cette barrière infranchissable, mais une mer intérieure, comme disent certains. L'autre chose, je crois qu'il y a un déficit de prévision. On constate chaque fois que les partenaires européens, et surtout la France, agissent toujours au Sahel en urgence. C'était pareil pour Serval, c'était pareil pour Barkhane, c'est pareil aussi aujourd'hui quand on parle de redéploiement et de réorganisation des dispositifs. Et je crois que ça, c'est dû quelquefois à un déficit de prévision, comme j'ai dit, mais aussi on s'est arc-bouté en Europe et en France sur une vision de l'Afrique et une approche complètement décalée des réalités quelquefois. Et sur la question de l'extrême violent ou du terrorisme en tant que tel, l'analyse francophone, voire française, a jusqu'ici été dominée par ce que j'appelle le paradigme algérien. Ça se voit exactement sur l'intitulé de notre conférence aujourd'hui, c'est radicalisation salafiste djihadiste, donc wahhabite et tout de suite djihadiste. Et ce paradigme algérien-là, certainement, qui a dû être influencé, qui est dû à la manière dont la question algérienne du terrorisme s'est déroulée, a complètement faussé l'analyse qu'on avait de ces phénomènes-là. Je m'explique. Les niches de radicalisation se sont toujours trouvées dans l'intersection de trois éléments. Et on n'a jamais pris la peine, dans cette approche que je dénonce, que j'ai beaucoup critiquée, à prendre en compte cette intersection. Les niches de radicalisation au Sahel ne sont pas dues à la nature de la radicalisation qu'on a connue dans le paradigme algérien ou en tout cas en Europe. Les niches de radicalisation ici au Sahel, très souvent, les études le montrent, se trouvent dans l'intersection de trois choses. Premièrement, une faible capacité d'inclusion socio-économique et politique des États, combinée à des frustrations et des griefs politiques communautaires, et vient maintenant en troisième lieu la capacité des groupes terroristes à les instrumentaliser. Et du coup, face à un phénomène comme ça, où il fallait une approche holistique, on a privilégié l'approche militaire. Je ne dis pas que ce n'est pas utile. C'est utile, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que cette concentration des efforts européens et notamment français sur le seul aspect de contre-terrorisme. Alors qu'on a vu les partenaires américains qui travaillent sur le continent sans engagement peut-être militaire visible comme la France ont pu scinder la problématique en deux. Ce qu'on n'a jamais voulu faire dans l'approche française et européenne de la chose. Ils ont scindé la problématique en deux. D'un côté, la lutte contre le terrorisme qui est nécessaire pour gérer les urgences sécuritaires et dont l'objectif est l'élimination des cibles. Or, malheureusement, les cibles peuvent éternellement se régénérer. Et d'un côté, il y a cet autre élément qui est la prévention de cet extrême violent qui demandait à ce qu'on s'attaque aux causes structurelles. La malgouvernance, la corruption, les marginalisations. Et c'est en cela qu'on voit qu'il y a même dans l'expression combattre le djihadisme au Sahel, qu'on entend chez le leadership politique français, il y a quand même une forme d'escamotage d'une problématique beaucoup plus complexe. Il n'y a pas combattre le djihadisme au Sahel ne veut rien dire. Il y a d'autres dynamiques. Alain en a parlé tout à l'heure, les dynamiques communautaires, les dynamiques de stigmatisation de communautés. Et aujourd'hui, on voit que cette approche-là n'a pas du tout fonctionné parce que cumulant ce que j'appelle très souvent
en fait, la difficulté pour la France dans la région, c'est l'expression que je répète souvent, c'est que, et je pense que Michael en a parlé tout à l'heure, c'est que la France est constamment obligée au Sahel de gérer l'urgence et l'histoire en même temps. Quand on a cette difficulté-là, et qu'au niveau européen, on prend la France comme étant le champion, comme étant le pays qui connaît bien le Sahel avec l'histoire, etc., je pense que c'est là où on a pu trouver certaines erreurs dans cette approche avec ce conflit de perception du conflit sahélien entre vos approches internationales et les réalités locales aujourd'hui. Et je crois qu'on est en train de continuer sur la même voie. Parce qu'avec l'échec de Barkhane, on parle de redéploiement, on parle de propositions d'intervention à des pays qui en feraient la demande. C'est-à-dire qu'on va encore orienter les pays du Sahel, on va encore orienter même les pays du Golfe de Guinée vers l'approche du contre-terrorisme classique avec une option militaire, alors que les réalités sont multiples, les réalités sont beaucoup plus complexes. Et quand j'entends maintenant les succès annoncés ça et là, aussi bien du côté de Barkhane ou du côté des armées africaines dans le Golfe de Guinée, on dit oui, on a ratissé tel espace, on a tué tant de terroristes, on a nettoyé telle zone. Et à mon avis, nous sommes en train de voir s'implanter les germes des futurs conflits intercommunautaires qui vont encore embraser le Sahel et d'autant plus le Golfe de Guinée. Maintenant, revenons sur... Il faut... désolé Bakary, il va falloir conclure pour votre intervention. Oui, je vais conclure pour amener une réponse. Sur la question du dialogue avec les groupes terroristes, je rappelle que pour le cas malien, ça a été l'une des conclusions du dialogue national inclusif. C'est une demande des Maliens à faire cela. Et après, il y a une opposition catégorique de la France et de manière parfois, je pense, principielle. Alors que d'un autre côté, les principes ne sont pas respectés. C'est-à-dire là, quand je travaille beaucoup sur les perceptions, la population malienne ne comprend pas beaucoup comment un pays peut demander aux Maliens de ne pas parler à leurs enfants égarés, comme en Espagne, on a parlé à ETA, en Angleterre, on a parlé à d'autres groupes, etc. De la même manière, récemment, je donne un exemple. Parmi ces incohérences, je ne dis pas qu'il faut dialoguer ou pas, mais parmi ces incohérences, la population malienne vous dit, mais ce pays nous interdit de parler à nos enfants qu'on qualifie de djihadistes, mais envoie des émissaires rencontrer les talibans à Doha. Et donc, je crois qu'il n'y a plus... C'est plus la question de la condescendance, comme disait Michael tout à l'heure, mais une question de crédibilité du discours sur l'extrémisme violent, aussi bien de la part de la France que des pays européens. Maintenant, sans parler des conséquences et des retombées du débat français sur l'islam et sa répercussion maintenant sur ici sur le continent, je crois qu'il y a une question de crédibilité, il y a une question de cohérence, mais aussi il y a une question d'approche. Et je crois que si on ne règle pas ces problèmes-là en apprenant des erreurs du passé, on va encore s'enliser, alors que nous avons besoin de collaboration et de coopération, encore une fois. Nous sommes liés par des impératifs de sécurité collective, mais hélas, nous sommes opposés sur l'approche et sur des paradigmes qu'on a conçus ailleurs et qu'on veut appliquer sur le terrain sahélien sans prendre en compte les réalités locales. Merci beaucoup, Bakary. Il me semble, Niagalé, que la porte est grande ouverte là, pour votre intervention. C'est vrai qu'on a un peu pour habitude de lire qu'au Sahel, la question de la sécurité se limite à la question du djihadisme. Les intervenants ont un peu parlé, Bakary vient d'en parler. Le paradigme est un peu étroit en fait. Il faut l'élargir, il faut aller bien au-delà de ça. Bon, merci beaucoup de reprendre les termes de la présentation que j'avais préparée, mais étant donné tout ce qu'ont déjà abordé mes collègues, je pense qu'il vaut mieux que je la reconfigure un petit peu en abordant la situation au Sahel à travers 4 revanches, ce que j'appellerais 4 revanches, dont, à mon avis, il sera indispensable de tenir compte dans la mesure où la communauté internationale, au premier rang de laquelle la France, affirme sa détermination à vouloir rester présente au Sahel pour y poursuivre une lutte contre le terrorisme. La première des revanches, me semble-t-il, et c'est
j'emprunte là le titre de l'ouvrage d'un immense anthropologue français, parce que malheureusement on nous dit que nous sommes tous des experts autoproclamés, mais il y a des gens qui travaillent depuis des années, et celui-ci en l'occurrence depuis 60 ans, au Sahel, dont il parle 4 langues parfaitement, qui est Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui parle de la revanche des contextes. Et je pense que c'est vraiment le paradigme qui doit guider toute réflexion sur une intervention internationale. C'est-à-dire que l'on a trop effectivement considéré la situation sécuritaire au Sahel à travers le prisme de la lutte antiterroriste, mais sans comprendre à la fois la complexité de ce phénomène et surtout la complexité de l'environnement sociopolitique dans lequel il s'insère. Donc je vais reprendre quelques-uns des acteurs qui sont fondamentaux dans ce contexte. On en a parlé, les groupes, les milices et groupes d'autodéfense sont devenus des acteurs absolument centraux. Quelle sera la stratégie des acteurs extérieurs vis-à-vis de ceux-ci? C'est une question essentielle. Les groupes politico-militaires, on les oublie. Je pense qu'aujourd'hui, au Mali, on s'achemine vers le retour d'un conflit entre les autorités centrales de Bamako et les groupes armés touaregs du Nord, signataires de l'accord de paix, donc non djihadistes. Et lorsque le Premier ministre malien accuse la France d'avoir armé des terroristes, elle parle à l'opinion malienne, c'est-à-dire que les terroristes, ce sont les groupes armés rebelles, notamment du MNLA, qui sont considérés depuis Bamako comme des traîtres. Donc attention aux multiples usages de ce terme de terroriste. Les acteurs criminels en sont d'autres. On parle très facilement des narco-djihadismes, des criminalos-terroristes. Quand on regarde dans le détail, il y a bien entendu des alliances de circonstances. Mais terroriste, djihadiste est loin d'être synonyme de narcotrafiquant. Et s'il est important de prendre en considération ce fait, c'est que les moyens pour lutter contre ces différents acteurs ne sont absolument pas les mêmes. Lorsqu'on lutte contre des acteurs criminels, on doit mobiliser des acteurs policiers, une chaîne pénale, des acteurs de justice dont le rôle a été totalement oublié, on peut le dire, je pense, dans la gestion de cette crise. Vous avez, bien entendu, Alain l'a souligné, les acteurs militaires qui, je l'ai beaucoup souligné dans des activités de plaidoyer que j'ai dû faire par ailleurs, mais qui ont quand même payé un prix énorme quand même. C'est-à-dire qu'on a eu entre 400 et 800 militaires décédés chaque année depuis le début de cette crise, mais qui se sont aussi impliqués pour certaines unités, certains membres de certaines unités, dans des abus et des exactions. Qui n'ont certainement pas été suffisamment signalés et condamnés par leurs partenaires occidentaux. Donc ça, c'est la première revanche, la revanche du contexte. Et pour ce qui est tout simplement de ces groupes djihadistes, je pense qu'on n'a pas suffisamment insisté sur la compétition quand même qui les oppose entre ceux qui sont affiliés à AQMI et ceux qui sont affiliés à Al-Qaïda, mais aussi sur les réseaux de solidarité locale, communautaire, voire familiale, dans laquelle ils s'insèrent. Et tant que l'on n'aura pas une compréhension beaucoup plus fine de ce phénomène, on pourra continuer à crier guerre contre le terrorisme. La deuxième revanche, je pense que c'est vraiment la revanche du politique. Et justement, pour en venir, pour rester sur les derniers acteurs dont je parlais, à savoir les acteurs djihadistes, on a, en utilisant ce terme de terroriste, tendu à nier tout caractère politique à l'adversaire. Je pense que les acteurs militaires en ont été conscients très vite en désirant parler d'ennemis et en refusant de réduire à un mode opérationnel des ennemis. Et je pense qu'en anonymisant d'une certaine façon ceux qui étaient combattus, on ne s'est pas rendu compte que ce qu'il fallait combattre avant tout, c'était un projet politique, c'était un projet social, c'était un projet éducatif, c'était un projet en matière de mœurs. Et évidemment, on n'y répond pas uniquement en mettant en avant l'instrument militaire qui, bien entendu, est aussi nécessaire dans la palette des instruments à mobiliser, mais qui a été beaucoup trop, d'un point de vue communicationnel, mis en avant.
autre revanche du politique, ce sont quand même, parce qu'on nous dit aussi qu'on est très très naïf quand on parle des questions de gouvernance. Alors on est naïf, jusqu'au jour où on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans ce fameux G5 Sahel, qui ne peut plus fonctionner pour des raisons de gouvernance, on a 3 États qui sont gouvernés par des juntes militaires depuis 2 ans. Et ça, c'est certainement pas à travers une approche de lutte contre le terrorisme que l'on peut y répondre. C'est une problématique fondamentale. Les militaires sont devenus des acteurs politiques et il faut en tenir compte. Troisième élément, troisième revanche, c'est bien entendu la revanche de la géopolitique. Alors, je ne vais pas m'étendre sur l'arrivée, le retour de la Russie. Il est très important de rappeler qu'il s'agit d'un retour, alors qu'il se manifeste avec des moyens nouveaux, avec notamment cette société dont les liens seront toujours extrêmement flous à établir légalement avec le Kremlin, ce qui rend difficile justement la capacité à trouver des moyens de la contrer. Mais il y a cette revanche. Mais puisqu'on parle de redéploiement du dispositif, donc la France, c'est fondamentalement opposé, tout comme aux négociations, à l'arrivée de ses partenaires. On parle aujourd'hui d'un redéploiement vers le Niger, qui sera à mon avis beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, parce qu'on a tendance à penser que nos alliés africains s'alignent de manière absolument homothétique sur les priorités françaises, alors qu'à mon avis, ce qui s'est passé depuis le début de la crise, c'est une divergence totale de la lecture stratégique de la crise entre acteurs européens et acteurs africains. Mais il faut quand même voir que Mohamed Bazoum choisit aujourd'hui comme partenaire très important la Turquie. Que sera-t-il de la Turquie d'ici 3 ou 4 ans? C'est une vraie question à poser. Il faut vraiment se poser cette question-là. Et enfin, la dernière des revanches, et à mon avis la plus importante, c'est la revanche des opinions publiques. On l'a vu, ne serait-ce qu'à travers la violence qui a entravé la progression du convoi Voie sacrée entre le Burkina Faso et le Niger, qui s'est soldé malheureusement par 3 morts. Aujourd'hui, il faut savoir que les populations sahéliennes sont dans une situation d'exaspération et de colère sécuritaire qui fait suite tout simplement à un doute et à un scepticisme face à la capacité des partenaires internationaux à influer sur la crise. Il faut cesser de continuer à voir les populations sahéliennes comme manipulées, soit par des gouvernements corrompus, soit par des puissances étrangères. Non, il y a une colère extrêmement forte et je pense que si l'on n'en prend pas compte, si on n'en tient pas compte, si on n'en prend pas la mesure, l'intervention internationale sera de nouveau très entravée dans cette région. Voilà, merci. Merci beaucoup pour l'effort. Alors, je suis désolé parce qu'en fait, on est déjà extrêmement en retard et on n'a pas le temps de lancer un processus de questions. J'ai même pas eu l'autorisation de redonner la parole aux panélistes, donc je m'en excuse auprès d'eux, mais croyez bien que ce n'est pas ma volonté. Je vais essayer de conclure. C'est compliqué parce que c'est pas moi qui détiens le savoir, c'était eux. Je fais 4 constats. On parlait de l'immensité du territoire malien et de la difficulté de Barkhane de gérer cet immense territoire. Le territoire concerné dans les années à venir est encore plus grand. On a fait le constat de l'insuffisance de la solution militaire. Je pense que tout le monde est absolument d'accord là-dessus. On a fait le constat aussi d'une crise relationnelle, d'une façon globale, entre la France et l'Afrique. Et Niagalé vient d'en parler, je pense que c'était important, on n'a pas le temps vraiment de parler de Wagner, mais derrière, effectivement, le constat d'une géopolitique bousculée, réécrite, et j'ai envie de rajouter par rapport à ça, que c'est certainement pas le conflit en Ukraine et le retour des risques de conflit à haute conflictualité, à haute intensité, pardon, qui va pousser la France à augmenter son engagement. Donc, ce dont il sera question, à l'évidence, c'est entièrement réinitialiser le projet, avec un projet qui va s'inscrire d'abord dans les volontés et les options africaines, en voyant ce que la France peut apporter dans ces projets-là, mais des projets qui devront être dessinés en Afrique. Voilà, je vous remercie et je suis désolé d'avoir été aussi court. Bonjour à tous. Donc nous sommes là pour une quinzaine de minutes avec le général Didier Castres. Je vais peut-être aller assez rapidement sur votre impressionnant CV. Vous êtes Saint-Cyrien, marsouin. Vous avez notamment dirigé le 2e régiment d'infanterie de marine.
votre témoignage est particulièrement important parce que vous êtes un homme de terrain, jeune officier, vous avez dirigé plusieurs opérations. Deuxièmement, vous avez été au cœur du dialogue politique avec le pouvoir français. Vous avez été à l'état-major particulier des armées sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Et le troisième point, c'est que vous avez été aussi à la tête de la conduite des opérations sur les terrains, notamment au CPCO, Centre de planification et de conduite des opérations, ou encore comme sous-chef d'opération à l'EMA. Et vous êtes aujourd'hui consultant pour l'un des plus gros cabinets d'influence stratégique et d'intelligence économique, Adit ESL Network. Alors les médias ont tendance à se focaliser actuellement sur le théâtre sahélien, à oublier un peu la genèse de nos interventions terroristes. Très rapidement, mon général, est-ce que vous pouvez revenir sur cette genèse après le 11 septembre 2001 et surtout tirer un bilan des interventions françaises? Merci de cette présentation. Bonjour à tous. Donc ça fait 20 ans que la France s'est engagée dans la fameuse lutte contre le terrorisme global. La France a rejoint... d'ailleurs plus par solidarité transatlantique que par menace à ses intérêts, les Américains en Afghanistan. Et depuis 2001, on est engagé là-dedans à travers les engagements en Afghanistan, au Sahel, en Syrie, en Irak et en parallèle en Libye. En fait, dans les enseignements que je tire là-dedans, d'abord, c'est l'attitude des présidents vis-à-vis de cette guerre. Un président qui est allé à reculons dans la lutte contre le terrorisme, c'est le président Chirac. Un président qui a manifesté un peu plus d'allant, c'est le président Sarkozy. Et un président qui a été non pas pris de frénésie, mais qui n'a pas eu d'autre choix, c'est le président Hollande, après les attentats qui avaient aussi douloureusement ensanglanté la France. Et donc 3 attitudes différentes qui sont quand même liées énormément au contexte. Mon général, la justification de ces interventions militaires qui a été faite, donnée aux Français, notamment de la menace intérieure, n'a-t-on pas menti à certains moments aux Français? Je pense particulièrement au théâtre sahélien, qui est très différent du théâtre du Moyen-Orient. Je me rappelle les propos de certains décideurs politiques qui disaient qu'on s'engageait là-bas pour protéger les Français, alors que quand on parlait, nous, journalistes, notamment avec certains responsables du renseignement, nous disaient qu'il n'y avait aucun lien apparent et de retour de djihadistes du terrain sahélien sur le théâtre national. C'est une question qu'il faudrait poser à un ancien ministre de l'Intérieur qui doit en savoir beaucoup plus que moi sur ce sujet. Mais au-delà de lui passer le plat de façon inélégante, je crois que d'abord, on ne peut pas répondre ni par oui ni par non à cette question. On ne peut pas répondre par oui, on a menti aux Français, parce que le principe de précaution prévaut maintenant et il prévaut dans notre Constitution. Et donc... qu'est-ce qu'il fallait faire? Fallait-il attendre que l'espèce de phénomène d'industrialisation du terrorisme qu'on voyait à l'œuvre dans l'Adrar des Iforas déclenche un premier attentat pour intervenir, ou fallait-il le faire avant? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce terrorisme, ou ce mélange qui a été évoqué précédemment entre bandits et terrorisme, avait quand même réussi entre 2009 et 2011 à avoir une vingtaine d'otages occidentaux qui étaient détenus au Sahel. Et en 2012, 6 de plus français. Donc cette situation devenait, à mon avis, politiquement et pour des bonnes raisons, absolument insupportable. Que ce soit le fait de désarticuler et désorganiser ces groupes terroristes, ou que ce soit le fait de les chasser complètement. Quant à la Syrie et à l'Irak, il n'est pas nécessaire de s'appesantir là-dessus. C'était le nid de frelons, et évidemment, nous n'avions pas d'autre choix que de pouvoir nous engager en Syrie et en Irak. Mais a-t-on assisté au départ, notamment, de jeunes de banlieue française sur les théâtres sahéliens, comme on a pu y assister sur le théâtre du Moyen-Orient? Je crois qu'en tout et pour tout, on a arrêté, identifié et fait juger, je crois, en France,
deux ressortissants d'origine française qui ont été arrêtés au Sahel, dont l'un dans la région de Tombouctou, Fagibine, je crois, et le deuxième dans la région de Gao. Mais sur ce qui était à l'œuvre, et je pense qu'on ne le décrit pas suffisamment dans les années 2012-2013, c'était l'espèce de prolifération cancéreuse et la vitesse de prolifération des différents groupes djihadistes. Le fameux groupe Al-Mourabitoun, qui devait s'appeler Al-Moulatimine à l'époque, ou avant de s'appeler Mujao, avait été multiplié par 10 en 2 ans. Ansar Dine avait vu ses effectifs passer de 600 à 1400 en 2 ans. Et c'était à peu près la même chose pour AQMI. Donc il y avait une espèce de dynamique qu'à mon avis, il était important d'interrompre. Est-ce que interrompre, ça veut dire régler le problème du terrorisme? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas qui aurait pu interrompre cette dynamique, sauf la France. D'accord. Oui, vous m'avez dit souvent aussi par le passé que, avec les moyens dont nous disposions, on était souvent là pour couper l'herbe quand elle était trop haute. Tout ceci pour en revenir un peu sur quelles sont les limites de nos interventions. On voit que sur le théâtre sahélien, la zone des 3 frontières, je crois que c'est 600 000 km². C'est à peu près l'espace de l'Afghanistan, et on y avait concentré notamment 100 000 soldats américains. Je tire de façon résumée 2 enseignements. D'abord, quand on s'est engagé dans la résolution de cette crise, ou en tout cas dans la volonté de désarticuler ce dispositif, il y avait 4 prérequis pour que ça fonctionne. 4 prérequis que j'avais précisément exposés à la fois auprès de nos alliés européens et à la fois auprès de nos autorités politiques. Ces 4 prérequis étaient les suivants. Il fallait d'abord un accord de paix sincère qui soit mis en œuvre franchement. Un accord de paix sincère qui soit mis en œuvre franchement. Premier prérequis. Le deuxième prérequis, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir de solution sans l'Algérie ni contre l'Algérie. Sans l'Algérie ni contre l'Algérie. Le troisième prérequis, c'était que pour réussir à contenir un peu tout ce qui se passait là, il fallait fermer l'espèce de vanne qui arrivait depuis la Libye et qui déversait de l'armement, des combattants, de la drogue, de l'idéologie, de la technologie des chefs. Et puis enfin, le dernier prérequis, c'est qu'il fallait une réforme en profondeur de la gouvernance de ce pays qui n'en avait plus, qui était dans une logique où simplement le premier cercle malien vivait de la richesse malienne. C'était les 4 prérequis pour qu'on arrive à une solution. On est maintenant 7 ans, 8 ans, 10 ans après, aucun n'a été réalisé. Et là-dedans, comme je l'ai entendu tout à l'heure, je les comptais discrètement dans mes doigts. Sur l'affaire du terrorisme, on a cité 23 fois la France, mais pas une seule fois le Mali. On a cité 23 fois la France comme responsable de tout, mais pas une seule fois le Mali. Dans ces 4 prérequis, tout cela ne sont pas de la seule responsabilité de la France ou de l'acteur extérieur ou de l'ancien colonisateur, quel que soit le nom qu'on en donne. Il ne s'est rien passé. En 10 ans, d'un point de vue de la gouvernance, d'un point de vue de l'accord de paix, il ne s'est rien passé. Et donc ça repose la question, une question qui est beaucoup plus globale, qui n'est pas du tout militaire, entre le devoir de protéger et la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Où est-ce qu'on met le curseur? À part dire c'est la France. À part dire c'est la France. Où est-ce qu'on met le curseur? Et ce qui est sûr, c'est que nous ne l'avons pas trouvé. Est-ce qu'on n'est pas confronté à une véritable difficulté politique, en général? Parce qu'on écoutait les propos des précédents intervenants. Quand la France fait pression sur les gouvernements alliés, et je pense notamment au Mali, Jean-Yves Le Drian est allé des dizaines de fois au Mali, et il a mis une pression énorme sur les autorités, que ce soit pour la lutte antiterroriste, pour la bonne gouvernance, pour l'acheminement de l'aide. Ça a été souvent qualifié d'ingérence française. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si jamais je savais, je pense que je serais président de la République. De la République du Mali ou de la République française, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut montrer d'abord plus de lucidité et plus d'humilité dans les objectifs qu'on se fixe. Il faut être plus pragmatique, c'est-à-dire définir des objectifs qui soient plus facilement atteignables et arrêter, comme on en a l'intention, qui est souvent louable, de vouloir transformer tout pays dans lequel on s'engage en canton suisse
en matière économique, politique, de propreté et de démocratie. Et donc, il faut réviser un peu nos ambitions. Il faut d'abord les réviser à ce qui sont nos propres intérêts. Parce que je pense que la France n'est pas une ONG et elle ne négocie pas avec des gens qui lui tendent la main. Et donc, avoir des intérêts, ce n'est ni obscène, ni critiquable. Donc, il faut revoir l'ambition de nos objectifs. Et puis, la deuxième chose, en matière de diplomatie, car on est venu, peut-être que maintenant on est parti aussi à leur demande, mais on est venu à la demande du Mali, il faut avoir une politique de redevabilité qui est plus exigeante. Et il faut mettre des jalons à cette redevabilité. Il faut dire, voilà, on fait ça si, vous faites ça, on fait ça jusqu'à ce que vous faites ça, et ensuite il faut être capable de prendre des décisions qui s'imposent si on n'arrive pas à mettre en œuvre cette politique de redevabilité. Comme il nous reste encore quelques minutes, je voudrais juste revenir sur l'Algérie. C'est une question qui revient très régulièrement dans les débats. On accuse souvent l'Algérie d'avoir un double jeu au Mali. On sait qu'historiquement, il y a eu une externalisation des problèmes djihadistes algériens qui sont retrouvés au Nord Mali. Mais est-ce qu'on ne s'est pas trompé aussi sur le degré d'implication que pouvait avoir l'Algérie sur le théâtre sahélien, que ce soit au niveau militaire, où la France a demandé souvent beaucoup plus? Moi, enfin, je ne pense pas qu'on soit trompé sur notre appréciation sur ce que faisaient les Algériens dans le Nord Mali. Je pense que les Algériens surveillaient le Nord Mali comme n'importe quel pays surveille ses limaces. Et je pense que les Algériens, après les années de plomb qu'ils avaient connues, étaient quand même bien contents qu'une partie de l'islamisme qui les avait rongés pendant les années 2000, pendant les années 90, ait été repoussée vers le sud. Mais on leur prête aucune autre intention. Nous avons essayé, à multiples reprises, non pas de les associer, mais de leur dire qu'on ne ferait rien dans leur dos. On avait des procédures en matière opérationnelle qui faisaient que dès qu'on conduisait une opération dans une zone qui était à moins de 50 km de la frontière, on les prévenait. On leur avait proposé de mettre des officiers de liaison dans le PC de Serval puis de Barkhane pour qu'ils voient la réalité des opérations. Donc oui, on pensait qu'il fallait... Celui qui m'a convaincu de cette idée de faire embarquer l'Algérie à bord de la résolution, non pas de la crise franco-malienne, de la crise malienne, c'est M. Jean-Pierre Chevènement. C'est lui qui m'avait dit « Mon général, vous ne ferez rien sans les Algériens ». Si je vous dis ça aussi, mon général, c'est parce que dans la configuration actuelle et les métamorphoses de l'Algérie, on voit qu'après le Irak, il y a un nouveau pouvoir qui est aussi en train de s'installer. Il y a eu un temps politique avec le renouvellement des institutions pendant 2 ans. Donc peut-être que sur les opérations extérieures ou sur la diplomatie étrangère, il n'y a pas eu peut-être les effets ou la stratégie que l'on pouvait attendre. Je pense que le président Macron a essayé d'entamer un rapprochement non pas pour effacer, mais pour s'accorder sur l'histoire et pour repartir sur autre chose. Pour l'instant, cette démarche n'est pas couronnée de succès. Je pense que tant que chacun, et notamment les Algériens, le pouvoir algérien restera figé sur cette position-là, on ne pourra